Mesdames et messieurs, c'est le moment de faire le point sur l'actualité du moment. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a présidé ce matin l'ouverture des travaux de la conférence diplomatique qui se tient à Conakry d'une façon positive pour maximiser le potentiel de développement en Guinée. L'OIM, à travers l'Union européenne, contribue à la réinsertion des migrants de retour en Guinée. À Timbi-Madina, des jeunes porteurs de projets ont bénéficié d'un appui financier. Ils s'investissent dans la production de la pomme de terre. Nous irons à Farana, la ville invitée d'honneur aux festivités des 72 heures du livre. L'événement a été marqué par la présentation des œuvres de l'écrivain poète Feu Ahmed Sékou Touré, premier président de la République de Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la télévision nationale. Une série de décrets pour commencer cette édition. Décret numéro 127 portant nomination de l'administrateur du Fonds national de développement local. Le président de la République décrète. Article 1er, M. Ansoumana Condé, ministre d'État à la présidence de la République, chargé des initiatives présidentielle envers les communautés de base, est nommé cumulativement à ses fonctions administrateur du Fonds national de développement local. Article 2, l'administrateur du Fonds national de développement local a pour mission de veiller à la mobilisation effective de 15% des recettes minières perçues au budget national de développement et transférées par l'État au profit de toutes les collectivités conformément à l'article 165 du Code minier, veiller à la mobilisation de la contribution au développement local destinée au Fonds de développement économique local qui représente 0,5% et 1% du chiffre d'affaires des sociétés minières payées directement au niveau des collectivités conformément aux dispositions de l'article 130 du Code minier. Veiller à la mise à la disposition de l'Agence nationale de financement des collectivités locales des ressources pour financer les compétences transférées aux collectivités. Mobiliser d'autres ressources financières pour les collectivités et les services publics à la base. Assurer la cohérence et la complémentarité des financements destinés aux collectivités locales et aux services publics à la base. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure contraire. Conakry, le 29 avril 2019, signé professeur Alpha Condé. Décret numéro 128 portant nomination d'un secrétaire général à l'Institution nationale indépendante des droits humains. Le président de la République décrète. Article 1er, M. Lassine Magasouba, précédemment secrétaire général du ministère des droits de l'homme et des libertés publiques, est nommé secrétaire général de l'Institution nationale indépendante des droits humains. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 29 avril 2019, signé professeur Alpha Condé. Décret numéro 129 portant nomination du directeur au Grand Hôtel de l'Indépendance. Le président de la République décrète. Article 1er, Madame Doucouré née Asmaoba, précédemment responsable du service recouvrement du GHI, est nommée directrice générale du Grand Hôtel de l'Indépendance. Article 2, M. Mohamed Lamine Kamara, matricule 206 044H, inspecteur des services financiers et comptables en service au ministère de l'Économie et des Finances, est nommé directeur général adjoint du Grand Hôtel de l'Indépendance. Article 3, la dépense est imputable au budget du Grand Hôtel de l'Indépendance, exercice 2019. Article 4, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 29 avril 2019, signé professeur Alpha Condé, président de la République. À la une de cette édition, ouverture ce matin à l'hôtel Kaloum de la conférence diplomatique sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, placée sous le thème de la diplomatie au service de l'émergence de la Guinée. Les participants ont 5 jours pour échanger sur les nombreux sujets liés au développement de la Guinée. On en sait plus dans ce reportage de Ibrahima Keita.
En plus de sa mission traditionnelle de la promotion des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et les autres pays du monde, le ministère des Affaires étrangères, à travers ses missions diplomatiques, s'oriente vers une diplomatie à dimension économique, d'où la tenue de cette conférence diplomatique avec pour thème la diplomatie au service de l'émergence de la Guinée. Ils sont donc venus des 36 représentations diplomatiques de la Guinée, 2 missions permanentes, 4 consulats généraux et des consulats honoraires à travers le monde. Et pour atteindre les objectifs de la présente rencontre, 5 commissions thématiques sont identifiées et vont 5 jours durant réfléchir sur, entre autres thèmes, les affaires politiques et la diplomatie, les affaires économiques et l'environnement, les affaires sociales et culturelles et les affaires administratives et financières. S'il est évident que la diplomatie guinéenne a connu un bond qualitatif ces dernières années grâce au leadership du président de la République, professeur Alpha Condé, beaucoup reste à faire. Votre approche novatrice du développement, votre offensive diplomatique ainsi que les réformes profondes que vous avez engagées ont renforcé la crédibilité de notre pays et rehaussé son image, toutes choses qui ont contribué à améliorer sa visibilité sur la scène internationale. Dans le même élan, notre réseau diplomatique s'est diversifié avec des ouvertures d'ambassades, notamment dans les pays émergents, tout en élargissant le cercle des partenaires et amis de la Guinée. Il va sans dire que les résultats obtenus au cours de ces dernières années ont indéniablement donné la preuve de la renaissance de la Guinée, qui fait désormais parler d'elle-même, tant par les progrès réalisés à l'intérieur du pays que par son implication dans la recherche de solutions aux défis globaux qui interpellent la communauté et l'humanité. Effectivement, la Guinée est de retour. Malgré les avancées de la diplomatie guinéenne, beaucoup reste donc à faire. Dans cette logique, le ministre des Affaires étrangères a demandé aux diplomates leur totale implication dans les travaux pour des résultats pertinents. La lettre de mission assignée à notre département par le Premier ministre, chef du gouvernement, nous exhorte, entre autres, à tisser davantage de relations d'amitié et de coopération, à promouvoir une diplomatie au service des objectifs de développement de notre pays et à renforcer et coordonner la participation de la diaspora guinéenne au processus de développement économique et social. Nous devons donc mettre à contribution cette importante diaspora, valoriser ses compétences et l'accompagner davantage afin qu'elle joue pleinement le rôle qui lui revient dans nos efforts de développement socio-économique. En clair, il s'agit de mieux cerner la vision du chef de l'État en matière de la politique extérieure tout en orientant les actions du département vers une diplomatie économique et la mobilisation des ressources en faveur du Programme national de développement économique et social, PNDS. Quel est le rôle aujourd'hui des diplomates? Aujourd'hui, les présidents se parlent. Nous avons les téléphones portables. Nous avons des différentes rencontres. Donc, au fond, le rôle politique des diplomates est devenu secondaire. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est le rôle économique qu'ils doivent jouer. On a demandé aux ministres de vous distribuer les différentes interventions des ministres lors de leur conférence de presse lundi. La première chose d'abord, c'est que les diplomates doivent s'imprégner profondément des réalités de notre pays, aussi de ses potentiels économiques, afin de les faire connaître, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxièmement, chercher des investisseurs. Dans tous les pays où ils sont, ils doivent œuvrer pour que, non seulement que les gens connaissent de potentialités, mais qu'ils trouvent des investisseurs. La Guinée est un pays ouvert à tout le monde. Nous voulons une coopération avec tous les pays, même si nous privilégions la coopération sud-sud. Ensuite, ils doivent veiller à la situation de nos compatriotes. Et surtout aujourd'hui, où l'immigration devient un phénomène extrêmement grave pour l'Afrique. À travers mes voyages, j'ai souvent constaté que quand on me dit, par exemple, en Malaisie ou en Indonésie, on m'a dit il y a tant de Guinéens en prison. Quand j'ai été avec le président vérifier, voir les noms, 80% étaient des Ghanéens ou des Nigériens. Mais ça, c'était le rôle des ambassadeurs. Lorsque je travaille de temps en temps avec les services de police et autres,
pour faire le recensement des gens qui se disent guinéens, pour faire le recensement, savoir qui sont guinéens, qui ne sont pas guinéens. Ça, c'est un point extrêmement important. Ensuite, j'ai constaté que les ambassadeurs ne font jamais de conférences de presse. Alors que leur rôle, c'est de faire de temps en temps des conférences de presse, présenter la Guinée, ses potentialités, et aussi attirer des investisseurs de ces pays vers la Guinée, ce qu'ils ne font pas. C'est vrai que avant mon arrivée, la diplomatie guinéenne avait la portion congrue. Les diplomates restaient 3 mois, 4 mois sans être payés, et parfois même on coupait l'électricité dans les ambassades, ce qui n'a pas tellement facilité leur rôle. Donc, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, dans ce débat, chaque ambassadeur doit présenter, là où il est ambassadeur, quels sont les potentiels de ce pays, quelles sont les possibilités de coopération, quels sont les hommes d'affaires. Ensuite, très souvent, beaucoup d'hommes d'affaires viennent, on ne les connaît pas. On ne sait pas qui sont sérieux, qui ne sont pas sérieux. Donc leur rôle aussi, c'est de nous informer sur les hommes d'affaires qui viennent, pour savoir qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Parce qu'aujourd'hui, tous les Guinéens sont devenus des démarcheurs. Très souvent, on m'envoie des notes, telle société est prête à investir 1 milliard en fonds propres, etc. Bon, lorsque je reçois ces messieurs, à la fin ils me disent garantie souveraine. Mais pourquoi je vais m'endetter pour une société? Parce que garantie souveraine, ça veut dire que je prends le luxe à sa place. S'il ne peut pas payer, c'est moi qui paye. Mais il faut vraiment qu'ils nous prennent pour des gens naïfs, des imbéciles, pour penser qu'avoir une garantie souveraine. Mais si vous faisiez votre travail, je serais moins fatigué. Parce que ces Guinéens ici ne font pas. Ah, président, il ne veut pas nous aider, il ne veut pas aider la Guinée, etc. Mais si vous faites votre travail, je serai moins envahi. Parce qu'aujourd'hui, je suis envahi de propositions venant de tous côtés. Donc réellement, moi j'insiste sur votre rôle économique. C'est pourquoi j'ai exigé qu'on vous donne, avant la conférence, toutes les interventions des ministres lors de la conférence de presse lundi. Parce que beaucoup d'ambassadeurs aussi ne connaissent pas les réalités du pays. Et je suis parfois très déçu quand je vais dans des pays, quand je vois des ambassadeurs, parce qu'ils ne jouent pas le rôle réellement qui doit être le leur. C'est vrai aussi qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, car nous avons des situations contraignantes avec le programme du Fonds monétaire. Donc nos diplomates n'ont pas les moyens qu'il faut pour faire leur politique. Il faut aussi reconnaître la vérité. Ils sont limités. Et aussi nous avons un handicap. La plupart des pays où nous allons parler anglais. On n'a pas beaucoup de cadres qui parlent anglais, surtout les cadres d'un certain âge. Ça aussi c'est un handicap. Mais on peut transcender cet handicap en envoyant de jeunes cadres que nous avons fait par exemple pour les conseils financiers, en envoyant des gens de ce qu'on appelle les 518. Donc au fur et à mesure où la situation du pays va s'améliorer, au fur et à mesure nous allons renforcer les ambassades. Mais aussi il y a un grand scandale. Beaucoup d'ambassadeurs avant ont vendu les biens de l'État. Le président Sékou Touré a édié son âme, a eu une vision claire, il a acheté des ambassades partout. On n'était pas locataires, on avait nos propres bâtiments. Mais beaucoup d'ambassadeurs sont mis à vendre ces bâtiments en complicité avec le ministère des Affaires étrangères. Moi, je veux qu'on se parle franchement. Beaucoup de ministres trichent. Ils envoient l'argent aux ambassades et les ambassades leur envoient une partie. Ça veut dire que, il faut se dire la vérité. Si on veut, on dit chez nous que si le cadavre se cache de celui qui le lave, il ira sale au paradis. Donc, il faut dire la vérité. Il faut que désormais, les ambassadeurs cessent de faire cela. Il ne faut pas chercher à faire plaisir au ministre. Il vous envoie l'argent, vous renvoie une partie. Et l'argent de l'État ne sert pas à renforcer la diplomatie. Donc, aucun ambassadeur désormais ne doit accepter cette compromission. Aucun. Je ne dis pas que le ministre le fait, mais c'est une pratique ici. Donc je veux qu'on mette fin à cette pratique. Et aussi parfois, le ministère des Affaires étrangères ne défend pas très bien les ambassadeurs. Parfois je vais dans un endroit, l'ambassade a une voiture qui dure depuis 10 ans. C'est une honte face à ses autres collègues quand tu vois les autres de belles voitures. Donc, voilà, il faut que les ambassadeurs aient le courage aussi de poser les problèmes qui les concernent, les difficultés qu'ils ont, pour qu'on puisse voir comment progressivement on peut résoudre ces difficultés. Vous devez avoir un langage franc. Ce n'est pas le ministre qui signe les décrets, c'est moi qui signe les décrets. Vous n'avez pas peur donc de parler librement. Le ministre ne va pas vous enlever parce que vous n'avez parlé librement.
Donc je ne vais pas faire un discours long. Vous avez tous parlé de l'histoire de la Guinée, de la Première République, le rôle qu'on a joué et comment on a disparu. Je vous assure à un moment donné, quand vous dites Guinée, on vous demande si c'est Guinée équatoriale ou Guinée-Bissau. Personne ne pense à Guinée-Conakry. Ça, c'est la réalité aussi. Donc, nous allons mettre fin à cela. Donc, nous souhaitons que dans ces débats, les ambassadeurs qui sont là puissent aussi assister pour qu'ils puissent avoir des échanges avec leur pays. Qu'on montre aussi quelles sont les potentialités. Ce n'est pas à huis clos. On doit être transparent. On ne doit pas avoir peur d'exposer nos problèmes face à nos amis ambassadeurs. Donc, je souhaite qu'ils participent aussi, s'ils le veulent bien, à vos travaux. Les travaux de cette première conférence diplomatique prendront fin le vendredi prochain. Comme vous le savez, l'actualité, c'est aussi la distinction du jeune Adama Sano, lauréat du concours international de lecture du Saint-Coran. À cette occasion, la première dame de la République, en guise de reconnaissance, a exprimé sa volonté de prendre en charge la formation du jeune récitant du Saint-Coran. Adjadjene Kaba Kondé a également remercié les encadreurs pour les efforts louables consentis au service de l'enseignement du livre saint aux générations montantes. Maurice Débé nous signe ce reportage. Âgé seulement de 12 ans, lors du concours international de lecture du Saint-Coran au Koweït, Adama Sano a remporté la première place devant les candidats des 185 pays de la Oumma islamique. Pour son maître coranique, c'est tout un mérite. Dans mon centre coranique, quand quelqu'un vient, il doit mémoriser le Coran dans 4 ans. Mais avec son courage, il a mémorisé le Coran dans 2 ans, 2 mois, 2 jours. Avec son courage. Après ça, on a mis beaucoup de programmes pour la révision du Coran. Après ça, je l'ai vu vraiment, je peux les présenter dans le concours national d'abord. Il est participé dans le concours national 2017 avec 20 chapitres, il était premier. Cet exploit mérite d'être récompensé, d'où la présence de la première dame de la République aux côtés des parents et encadreurs du lauréat Adama Sano à la fondation Chérif Aïdara de Matoutou, où il a fait ses premiers pas. Adjadjene Kondé annonce la bonne nouvelle. C'est de voir avec la famille l'encadrement que nous pouvons apporter à ce jeune. J'ai pensé à sa formation. Il a le Saint-Coran dans sa tête. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour ce jeune-là? Je crois qu'il faut que toute la nation se réunisse. Moi, en tout cas, en tant qu'épouse du chef de l'État, je prends l'engagement d'aider ce jeune-là pour sa formation, la formation donc scientifique qu'il a déjà dans la tête, et que demain, il soit un grand de la Guinée qui puisse à son tour former d'autres jeunes. C'est tout ce que je lui souhaite. À la fin de la cérémonie, des prières et bénédictions sont faites en faveur de la paix et du développement socio-économique du pays. Parlons à présent des projets collectifs de réinsertion économique des migrants de retour en Guinée, une étape importante que prend en compte l'Organisation internationale pour les migrants à travers l'Union européenne. À Timbi Madina, notre reporter Mamadou Patebalde nous fait découvrir une réinstallation réussie de 33 jeunes, dont 3 femmes, qui ont mis en valeur 7 hectares de pommes de terre. Suivez. Timbi Madina, la capitale de la pomme de terre, est non seulement un des centres de départ des jeunes migrants, mais aussi une zone qui enregistre un grand nombre de jeunes migrants retournés. Pour appuyer le gouvernement et les autorités locales à faciliter la réinsertion socio-professionnelle et économique de ces jeunes, l'OIM, à travers le Fonds fiduciaire de l'Union européenne, les aide à réaliser des activités génératrices de revenus. On a réussi à mettre en place ce projet qui va être une source de revenus, un début d'entrepreneuriat. Cela a permis de fixer et de garder ces retournés-là dans leur localité. Ça leur fait un fondement d'espoir, une source d'espoir. Ce projet de type communautaire concerne 33 jeunes migrants retournés, dont 3 femmes. Ils évoluent tous dans les domaines du centre de recherche agronomique de Barin, ici à Timbi Madina. Pour cette première campagne, ces jeunes migrants ont mis en valeur 7 hectares de pommes de terre de la variété Mandola offerte par l'Union des groupements agricoles de Sumbalako. Le centre de Barin étant un centre de l'État, pour un premier départ, 10 hectares. Compte tenu des activités à mener en saison sèche, il faut un point d'eau.
On est venu les remettre, les approcher du canal principal. C'est ce que vous voyez de gauche à droite autour du canal principal. Hier et aujourd'hui, c'est différent. Hier, nous sommes par exemple à Libye. Bon, il y a beaucoup de difficultés là-bas. C'est l'OIM qui a pu nous enlever là-bas et revenir ici. Il ne nous a pas laissé comme ça encore. Il nous a appuyés jusqu'à aujourd'hui. Je vois des gens qui sont réussis dans l'agriculture. Bon, c'est pour cela nous aussi on a décidé de se lancer sur l'agriculture. Pour réussir ce programme, l'Organisation internationale pour les migrations a bénéficié du soutien de l'unité technique régionale de l'OIM dans le cadre de l'identification et la mise en œuvre du projet. Ce qui a facilité la réinsertion définitive de ces jeunes candidats à l'immigration qui ont désormais décidé de s'investir dans l'agriculture. Direction Youmou, où la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action se poursuit. Comme prévu par les acteurs de la santé, la campagne vise à éradiquer le paludisme à travers la stratégie de prévention dans la région. Les échos avec Habib Djam. Affaibli mais pas vaincu, à l'hôpital préfectoral de Youmou, ce nourrisson a été reçu en urgence il y a quelques jours pour cause de paludisme. C'est l'un des symboles de la résistance de la maladie. Nous faisons les statistiques par mois. Bon, nous sommes au moins jusqu'à 40 ou 45 cas de paludisme par rapport à l'année passée où on pouvait partir jusqu'à 60 à 90 cas de paludisme. Mais grâce vraiment à l'apport vraiment de CRS et du ministère de la Santé, on a tenté de diminuer le nombre de cas de paludisme. À l'origine de la maladie, le règne des moustiques dans les ménages. Débordés, Jeanne vient d'opter pour une nouvelle solution, l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Dans la commune urbaine de Youmou, 305 ballots et 3 pièces seront distribués à la population. Il y a tellement de moustiques chez moi, donc la nuit même les enfants se plaignent. Il fallait qu'on achète des insecticides chaque nuit pour utiliser, ça va changer. Les moustiquaires nous permettront de prévenir la piqûre des moustiques. Il y a 5 sites de distribution qui sont retenus et à ces sites il y a par site 5 agents distributeurs. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les nourrices. Chaque fois que ces gens-là se présentent, ils ont la priorité pour recevoir vraiment leur milda et se retourner à la maison. À plus de 1000 km de Conakry, la préfecture de la Guinée la plus éloignée peut toujours compter sur le soutien de l'État et ses partenaires techniques. Tous ont répondu à l'appel. Youmou, c'est la Guinée. Les moustiquaires sont amenés pour des Guinéens. Donc, quel que soit l'éloignement, aussi loin que possible, nous sommes là pour atteindre le Guinéen pour qu'il puisse bénéficier de sa moustiquaire. Pour une couverture maximale, les mozos ou mobilisateurs sociaux sont mis à contribution. En langue du terroir, ils sensibilisent la communauté sur l'utilité des mildas, les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Toujours à la page santé, 3e congrès de la Société guinéenne de dermatologie et des pathologies sexuellement transmissibles s'est tenu à Conakry. Pionniers dans ce domaine, les spécialistes guinéens et africains participent aux échanges et à la formation sur les dernières découvertes. Adjatou Bari nous en dit plus. L'agression de Dame Nature est à la base des problèmes environnementaux comme des réchauffements climatiques et la destruction de la faune et flore. Conséquence, la survenue des dermatoses infectieuses et même des pathologies cutanées. Au congrès de la Société guinéenne de dermatologie, l'accent est mis sur la problématique à travers le thème crucial « peau et environnement ». Aujourd'hui, l'environnement joue un grand rôle dans le déclenchement de certaines maladies de la peau, telles que les cancers de la peau, tels que l'eczéma, tels que le psoriasis, tels que le lupus. À travers cette interpellation, nous allons renforcer la protection, la sensibilisation au niveau des promoteurs de certaines activités qui nécessairement polluent la nature afin que des dispositions soient prises pour éviter de tels fléaux. À cette rencontre scientifique sur la dermatologie, des spécialistes du domaine exposent sur les conséquences de la dépigmentation, du tabagisme et de la prise de certains médicaments comme les anti-inflammatoires sur la peau. À cela s'ajoute l'albinisme et les malades du VIH-Sida qui constituent des couches à risque
des cancers de peau et autres maladies dermatologiques. Cependant, l'accès aux soins de qualité des patients est un gros défi. Dans le pays, seulement le CEHU Donka dispose d'un service de dermatologie avec 10 spécialistes pour plus de 12 millions d'habitants. Ça, ce n'est pas une situation acceptable. Mais je pense que le gouvernement est en train de travailler pour créer les conditions pour pouvoir redéployer les médecins un peu partout sur le territoire, mais surtout à notre niveau, former beaucoup de spécialistes, notamment dans le domaine de la dermatologie, où il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Ce congrès de la Société guinéenne de dermatologie Sogiderm est aussi une opportunité d'échange d'expériences sur le traitement des pathologies cutanées. Pour la rencontre, 5 pays sont représentés. Au cours de cette 3e édition, la Guinée se démarque par l'organisation d'une consultation gratuite des citoyens à l'hôpital régional de Kindia. Dans un autre registre, les étudiants de Sonfonia ont participé à la 5e édition du Salon universitaire de l'emploi. L'initiative est du rectorat et vise à mieux outiller les étudiants sur les techniques de recherche d'emploi, mais aussi de choix des profils et de recherche de stage. Le point avec Moussa Kowara. Le digital au service de l'emploi jeune, c'est le thème innovant pour cette 5e édition du Salon universitaire de l'emploi. L'événement accueille une trentaine de chefs d'entreprise qui recrutent. L'objectif de la campagne, faciliter l'insertion socio-professionnelle des étudiants de ce temple du savoir. Mobile, c'est de créer un cadre idéal de contact entre les étudiants et les patrons d'entreprise, ou si vous voulez, entre les étudiants et les responsables d'entreprise. Donc ils vont échanger directement avec eux, ils vont s'informer auprès d'eux, saisir au niveau de leur entreprise comment ils procèdent au stage, comment ils procèdent au recrutement. À travers l'organisation de ces salons, plus de 1300 étudiants ont décroché des lieux de stage et 3400 ont bénéficié des formations professionnelles. Idiatou Yero Diallo, étudiante en licence 3 marketing par exemple, a déjà effectué son premier stage à une banque de la place. Actuellement même, je bénéficie aussi d'une autre formation à l'ambassade d'Italie gratuitement grâce à ce service et de cette université même. Des conférences, débats, des concours d'éloquence, des tables rondes et des panels, il y en a eu entre les différentes facultés. Face aux membres du jury, la faculté des sciences économiques et des gestion remporte aux grandes dames de la faculté des sciences sociales le concours d'éloquence. Au slam, la faculté des lettres et sciences du langage séduit les jurys. Ils ont mobilisé les étudiants pendant 3 jours. Ils ont mobilisé le milieu socio-professionnel pendant ces 3 jours-là. Mais je vous dis, ils ont eu peu de moyens pour faire ce travail-là. Donc ils n'ont pas attendu des moyens de la part de l'université pour se redéployer, pour attirer les promoteurs, pour attirer les gens qui doivent utiliser nos étudiants. Ça, c'est un mérite et vous avez vu le résultat auquel ils ont abouti. Cette 5e édition est l'occasion pour l'université de Sonfonia de sceller des conventions. Avec l'ONG Arsi Guinée par exemple, une convention cadre est signée pour renforcer les capacités des étudiants dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Littérature, la 11e édition des 72 heures du livre s'est achevée à Conakry. Farana, la ville invitée d'honneur, a reçu les passionnés de la lecture. Ce moment de rassemblement autour de la riche culture guinéenne a permis de redécouvrir Feu Ahmed Sékou Touré dans son autre passion d'écrivain et poète. Une occasion pour les participants de s'approprier des produits littéraires. Mekini Moussa Kamara, Djene Yansane, reportage. Située à 460 km de la capitale, la ville de Farana a vibré au rythme de la 11e édition des 112 heures du livre. Une occasion pour rendre hommage à Feu Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée. Le père de l'indépendance nationale était un écrivain et poète fécond, au-delà de son idéologie panafricaine. Il a été honoré à titre posthume par le comité d'organisation du Salon du Livre qui a choisi sa région natale pour les festivités de l'année 2019. Le président Ahmed Sékou Touré, un excellent écrivain, il a écrit des tomes. Aujourd'hui, nous sommes à Farana, il fallait qu'on aille voir sa maison pour visiter, qui mérite désormais d'être un véritable musée pour la Guinée, pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'Afrique tout entière, mais je suis pour le monde entier. À l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire Valérie Giscard d'Estaing,
Plusieurs activités étaient au menu. Il s'agit d'expositions de livres, de conférences, d'entrevues et de séances de dédicaces avec des écrivains comme Elhadji Djamanati Woulare, auteur de l'ouvrage Ntoma. Ibrahima Khalil Keita, préfet de Farana, est auteur de 2 romans, Ntoma et Le chemin de la République. Des œuvres qui relatent des faits marquants de la Guinée de 1946 à 1984. Ntoma que j'ai dédicacé aujourd'hui est une œuvre très laborieuse que j'ai commencé à écrire il y a longtemps. Il parle des valeurs dans nos villages le long du grand fleuve Niger à travers des activités caractéristiques de ces contrées comme les fêtes traditionnelles des mâts, comme les travaux champêtres en commun, comme la présentation de nos grandes danses. Après Kindia, Labé, Bouquet, Kankan et Nzerekore, la ville de Farana a fêté le livre autour du thème « Livres et images » avec une forte communauté malienne. Le Rwanda et les îles de Kassa sont respectivement annoncés comme pays et villes invitées d'honneur pour la 12e édition des 112 heures du livre. Dans le même panorama, un autre livre séduit le public des 72 heures du livre. C'est bien l'ouvrage intitulé « Mon itinéraire » de feu honorable Aboubacar Somparé. Le livre a été présenté au public par son fils, le ministre Amara Somparé, en présence de plusieurs personnalités. Hassan Ilalsila. Cette salle Momo Wandel que la cérémonie de dédicace de l'ouvrage intitulé « Mon itinéraire », tome 1 et 2 de l'auteur feu Elhadji Aboubacar Somparé a été présentée au public en marge de la 11e édition des 72 heures du livre. L'auteur, décédé le 2 novembre 2017, a été président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2008. Compte tenu du caractère exceptionnel du personnage Elhadji Aboubacar Somparé, j'ai été marqué par ses prouesses de négociateur pour apaiser entre le gouvernement et les forces sociales de l'époque. J'étais ministre des Mines, ministre d'État de l'enseignement supérieur et donc en première ligne de toutes ces négociations, j'ai été très marqué par les qualités exceptionnellement généreuses du président Somparé. Grand homme politique, écrivain et poète, feu Elhadji Aboubacar Somparé retrace à travers ce livre son parcours dans l'administration, la politique et la diplomatie, pour que cela serve les générations futures, surtout de guide. Je voudrais remercier l'Association des écrivains pour avoir pris l'initiative d'organiser ce colloque, travailler avec les éditions continentales et l'Harmattan pour diffuser au maximum ces mémoires et les mettre en ligne, bien entendu, accessibles sur les différentes plateformes que peuvent être Amazon ou Google, et espérer que le maximum de Guinéens vont partager l'héritage littéraire qu'il a bien voulu nous laisser. Une délégation de l'Assemblée nationale et du gouvernement avait fait le déplacement pour témoigner leur soutien à ce livre et à son auteur. Toute chose qui conforte davantage la candidature de Conakry comme capitale africaine du livre. Suivons ensemble Guinée en bref, l'actualité condensée qui nous parvient sous forme de télégramme dans un commentaire de Alpha Isiagaba. À 120 km de l'Abbé, la préfecture de Mali. C'est ici qu'est construite la centrale électrique de Somba, interconnectée du barrage de Sambangalou. Elle a une capacité de 228 MW. Pour l'achèvement des travaux, l'acheminement des équipements tarde. Et ce retard est dû au mauvais état de la route. Les populations ont profité de la présence du gouverneur de la région. À l'heure où je vous parle, du matériel qui devait venir au centre de Mali pour la construction du site d'interconnexion dans le cadre du projet de Sambagalo sont stockés à la baie, impossible de passer à cause de l'état de ce pont. Faire connaître davantage le PNDS et ses opportunités d'amélioration des conditions de vie des populations, un impératif de l'heure à l'endroit de toute la population, surtout la communauté estudiantine. Dans ce temple du savoir, tous les rouages de ces documents ont été mis en lumière par ces cadres du ministère du Plan pour le plus grand bonheur des étudiants et des enseignants-chercheurs de Sophonia. Un nouveau bureau exécutif pour la Fédération guinéenne de tennis de table. Pour un mandat de 4 ans,
Le nouveau bureau composé de 17 membres est mis en place à l'occasion du congrès électif de cette discipline sportive. Une semaine après les travaux d'assainissement du grand cimetière Cameroun, dans la commune de Dixine, la fondation Aboubakar Bouboudi Camara intervient dans le nettoyage du palais du peuple. Une action citoyenne qui vise à rendre propre ce grand symbole de la Guinée à quelques heures de la réception du Silicadé après la CAN U17 tenue en Tanzanie. C'est une très grande joie pour moi et tout le personnel du Palais du Peuple. C'est une œuvre patriotique. Et surtout, c'est à l'occasion du retour triomphal de nos héros, nos cadets qui sont allés défendre les couleurs nationales. Ils vont rentrer demain. Alors, il faut qu'on nettoie leurs sièges. Ceux-ci seront reçus demain au Palais du Peuple. Et il faut que l'endroit soit assaini. Et puis cette brève qui contient une triste nouvelle. 5 élèves d'une école privée de Kamsar en excursion sur une plage du district de Koukoudé dans la sous-préfecture de Douprou se sont noyés hier dimanche. 4 corps ont été retrouvés ce lundi. Les recherches se poursuivent. Nous ferons le point sur cette noyade dans nos prochaines éditions d'information. À la même page, demain 30 avril, la Guinée, à l'instar des autres pays de l'Afrique, va commémorer la 23e journée africaine de la prévention des risques professionnels, une occasion d'exhorter les différents pays à mener des actions pour garantir la sécurité et la santé au travail. À propos, nous vous invitons à suivre la déclaration du ministre du Travail. Lansana Komara est au micro de Maurice Sidibé. Cette journée, à l'image des éditions précédentes, est l'expression de la détermination des institutions de sécurité sociale de l'Afrique à contribuer inlassablement à la recherche de solutions idoines aux problèmes de protection, de sécurité et de santé au travail. Ne pas investir dans la sécurité coûte très cher. 4% du produit intérieur brut mondial, soit le montant astronomique de 2800 milliards de dollars, sont drainés chaque année vers les dépenses dues à la perte de temps de travail, aux interruptions de production, aux soins médicaux, à la réadaptation et à l'indemnisation. La Guinée est engagée aux côtés de l'interafricaine de la prévention des risques professionnels dans le combat pour les droits fondamentaux au travail, dont la santé et la sécurité. Le gouvernement de la République de Guinée, sous la conduite du chef de l'État, président de la République, le professeur Alpha Condé, fait de la sécurité et santé au travail une priorité. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous accorder votre fidélité. Que la paix de Dieu soit chez vous. Bonsoir à tous.